On a tous déjà vécu cette situation, pas vrai? On est au bureau, on donne des instructions qui nous semblent, mais alors parfaitement claires à un collègue. Absolument. On structure tout bien. C'est ça, on prend le temps de tout expliquer, on a même préparé nos petites notes en fait. Et à la fin de l'échange, on pose cette fameuse question, la question qui semble inévitable. On dit c'est bon, tout est clair? La pire question possible. Mais oui. Et en face, la personne hoche la tête avec une grande conviction. Elle affirme que tout est parfaitement compris. Du coup, on repart l'esprit tranquille, on coche mentalement cette tâche de notre liste. Et le désastre approche. Complètement. Quelques jours plus tard, c'est la douche froide. Le résultat qu'on nous livre est catastrophique, totalement à côté de la plaque. C'est exactement l'histoire de Don. C'est un manager qui est mentionné dans l'ouvrage de référence qu'on va explorer en profondeur aujourd'hui. Ouais, Don qui fulmine parce que tout son travail est à refaire. Voilà. C'est extrêmement frustrant, ça fait perdre un temps précieux à tout le monde et inévitablement, ça crée des tensions palpables dans l'équipe. Aujourd'hui, notre plongée au cœur du livre Communiquer votre voie vers le succès, qui a été publié par Dale Carnegie et Associés, va nous permettre de comprendre les mécanismes psychologiques qui font que ce genre de scénario se produit si souvent. C'est une exploration vraiment cruciale. Je suis tout à fait d'accord. Et cette exploration, elle s'adresse vraiment à quiconque souhaite être véritablement entendu, compris et respecté. Que ce soit pour réussir à animer une réunion qui s'annonce mortellement ennuyeuse, ou pour motiver une équipe autour d'un projet qui semble impossible, ou même tout simplement pour élever le niveau de ses relations personnelles. Ok, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui différencie vraiment un simple bavardage ou un échange d'informations purement logistique d'une communication qui mène véritablement au succès? En fait, la réponse réside dans un changement total de paradigme. L'erreur fondamentale qu'ont fait presque tous, c'est de considérer la communication comme un flux à sens unique. On a cette image mentale. On s'imagine la communication comme une flèche qu'on tire vers une cible. Ouais, l'idée qu'il y a un émetteur actif et un récepteur passif. Exactement. Il y aurait un émetteur qui lance son message et de l'autre côté, un récepteur qui se contente de l'attraper. Mais cet ouvrage nous rappelle avec beaucoup de force que la communication n'a absolument rien d'une ligne droite. C'est en réalité une boucle continue, un circuit fermé entre deux individus. Et surtout, c'est un circuit qui est complètement rempli de filtres invisibles. Quand tu parles de filtre, on parle de quoi exactement? Ces filtres, ce sont nos préjugés, notre niveau de fatigue à l'instant T, nos insécurités, notre bagage culturel. Absolument chaque mot qu'on prononce doit traverser cette épaisse couche de filtre avant d'arriver dans l'esprit de l'autre personne. Et c'est précisément pendant cette traversée que le message se déforme. Il s'altère ou parfois même, il se perd complètement. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui explique l'approche, on pourrait dire, assez radicale de Betty. Son histoire est racontée au début du livre. Betty, elle gère une agence de voyage qui est très fréquentée à New York et elle a instauré une règle d'or fascinante. Pour elle-même, elle s'interdit formellement de demander « Avez-vous compris ?» Elle a banni cette phrase. Et pour le coup, c'est une excellente stratégie de management. C'est fou quand on y pense parce que c'est tellement un réflexe pour nous tous. C'est un réflexe, ouais, mais psychologiquement, demander à quelqu'un s'il a compris, c'est le placer directement dans une position d'évaluation. Et dans cette position, la seule réponse socialement acceptable, c'est oui, que ce soit par politesse ou par peur de paraître incompétent. Ou le syndrome de l'imposteur? Tout à fait. À cause du syndrome de l'imposteur, la personne en face validera toujours le message. Elle ne dira jamais « non, je n'ai rien compris ». Donc, au lieu de tomber dans ce piège, Betty utilise une approche qui est basée sur la démonstration. Quand elle délègue une tâche complexe, elle demande simplement à ses employés de lui expliquer, avec leurs propres mots. Elle leur demande comment ils comptent procéder. C'est brillant! Et parfois, elle va même un cran plus loin. Elle les assoit devant l'ordinateur et elle leur demande de lui montrer concrètement la première étape de la manipulation. Elle valide ainsi le message par l'action réelle, tu vois, et non pas par une simple affirmation verbale. S'il y a le moindre décalage entre ses attentes et ce que l'employé s'apprête à faire, elle le détecte instantanément. C'est une façon vraiment intelligente de sécuriser l'information sans pour autant infantiliser la personne en face. Mais ce qui m'a frappé dans l'ouvrage, c'est que s'assurer que l'autre a bien compris la consigne, ce n'est même pas la garantie absolue que le travail sera fait. Il y a une distinction fondamentale qui est faite. Une distinction entre comprendre une information et l'accepter. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est que la compréhension intellectuelle d'une directive n'entraîne pas automatiquement l'engagement. C'est exactement là qu'intervient ce fameux concept d'acceptation du message.
On peut comprendre et rejeter en même temps. C'est ça. Prenons un exemple classique. Imaginons une direction qui impose un délai extrêmement court, un délai carrément déraisonnable pour un nouveau projet. L'équipe réceptrice a parfaitement compris la date butoir. Le message, il est passé, on a la date. Mais si intérieurement, chaque membre de l'équipe pense que ce délai est une absurdité totale, que c'est physiquement irréalisable, le travail ne sera pas livré à temps. Forcément, s'ils n'y croient pas, ils ne vont pas s'investir. L'acceptation n'est pas là. Le filtre de la faisabilité a complètement bloqué l'adhésion au projet. Du coup, comment on fait pour franchir ce filtre? Comment on obtient cette fameuse acceptation sans passer en force? Le livre illustre la solution avec le cas très concret de Louise. Elle dirige une entreprise d'entretien. Et elle a été confrontée à un délai particulièrement serré imposé par un de ses gros clients. Elle aurait pu faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire simplement afficher un planning autoritaire et dire « débrouillez-vous ». La méthode dure. Voilà. Mais au lieu de cela, elle réunit ses équipes. Elle expose la situation en toute transparence et surtout, elle demande leur avis sur la façon de relever ce défi. En ouvrant ce dialogue, elle transforme ses employés. Ils ne sont plus de simples exécutants, ils deviennent de véritables partenaires du projet. Ils s'approprient le problème en fait. Exactement. Elle crée une adhésion totale, parce qu'ils participent eux-mêmes à la construction de la solution. Et bien souvent, en procédant ainsi, on remarque que les équipes trouvent d'elles-mêmes des méthodes d'exécution qui sont bien plus efficaces que celles que la direction aurait pu imposer d'en haut. Ça me fait penser à l'importance de la forme par rapport au fond. On parle d'impliquer les gens, de dialoguer. Et dans ce dialogue, il y a un chiffre cité dans l'ouvrage qui fait toujours, mais toujours, l'effet d'un électrochoc quand on le découvre. On a souvent tendance à peaufiner notre vocabulaire, à chercher le mot juste pour convaincre. Oh oui, la fameuse règle de Mehrabian. C'est ça, la règle d'Albert Mehrabian, qui affirme que les mots ne représentent que 7% de notre communication en face à face. C'est dingue, 7% pour les mots. 38% de l'impact passerait par le vocal. Donc l'intonation, le volume, les silences. Et la part écrasante, soit 55%, serait attribuée au visuel, au langage corporel. C'est vertigineux de se dire que notre posture crie beaucoup plus fort que nos arguments, non? C'est vrai que c'est un chiffre choc, mais c'est un point qui mérite d'ailleurs une nuance essentielle. Pour ne pas tomber dans la caricature, cette règle des 7-38-55, elle ne s'applique pas de manière universelle à absolument toutes les situations de la vie. Oui, on ne doit pas faire de la danse interprétative pour donner l'heure. Voilà, exactement. Si on explique une procédure technique complexe ou si on donne des indications géographiques pour trouver son chemin, les mots reprennent évidemment une importance capitale. En revanche, et c'est ce que souligne fortement le livre, cette règle devient redoutablement absolue dès lors qu'il y a une dimension émotionnelle, dès qu'il y a une question de confiance ou une tentative de persuasion en jeu. Donc quand les sentiments s'en mêlent. C'est ça. Si quelqu'un te dit « je suis ravi de travailler sur ce dossier », mais qu'il a les bras croisés, le regard complètement fuyant et un ton monocorde, l'interlocuteur ne croira pas les mots. Il va croire les 55% du langage corporel. Le corps ne ment pas, ou en tout cas on a tendance à plus lui faire confiance. Mais le problème avec ce fameux langage corporel, c'est qu'il est extrêmement trompeur aussi. On a souvent l'illusion qu'un sourire ou justement un regard fuyant, ça signifie la même chose pour tout le monde sur toute la planète. Ah, c'est un vrai terrain miné. Il n'existe absolument aucun dictionnaire universel du langage corporel. Nos gestes, la distance physique qu'on met avec les autres et surtout la gestion du contact visuel, tout ça est profondément ancré dans notre éducation et notre culture. L'ouvrage raconte une histoire poignante à ce sujet. C'est l'histoire d'un directeur de lycée aux États-Unis. Une histoire très marquante, oui. Il soupçonnait fortement une jeune élève d'origine latino-américaine d'avoir dérobé de l'argent dans la caisse de la cafétéria. Et son argument principal, sa preuve irréfutable selon lui, c'était son attitude. Pendant qu'il l'interrogeait dans son bureau, au lieu de le regarder dans les yeux pour clamer son innocence, comme l'auraient fait d'autres élèves qu'il connaissait, elle gardait la tête baissée. Elle fixait obstinément ses chaussures. Et pour lui, c'était l'aveu. Exactement. Pour ce directeur, cette attitude fuyante, c'était l'aveu silencieux et évident de sa culpabilité. Il a donc pris la décision très lourde de la suspendre de l'établissement. C'est terrible parce que son jugement ne repose que sur sa propre grille de lecture. Je crois me souvenir que c'est une assistante sociale qui a dû intervenir pour désamorcer la situation. C'est bien ça. L'assistante sociale a dû convoquer le directeur pour lui ouvrir les yeux sur un point culturel qui était fondamental. Elle lui a expliqué que, dans la culture d'origine de cette jeune fille, soutenir le regard d'une figure d'autorité, comme un professeur ou un directeur d'école, c'est considéré comme un acte de défiance, c'est de l'effronterie. Baisser les yeux, c'était pour elle la marque du plus profond respect.
C'est tragique comme malentendu. Oui, le directeur avait calqué ses propres filtres invisibles sur le comportement de l'élève. Et ça a failli détruire la scolarité d'une innocente. Cela prouve à quel point nos certitudes sur le non-verbal peuvent déformer notre jugement si on manque de recul. On ne lit pas dans les pensées, on lit à travers nos propres filtres. Ça remet complètement en perspective notre façon d'interpréter les réactions au quotidien. Et pour éviter ce genre de malentendu dramatique, j'imagine que la clé, c'est l'écoute. D'ailleurs, la deuxième grande partie de notre exploration aborde justement l'art d'écouter. Le livre dresse un portrait très amusant et un peu piquant des différents profils d'auditeurs. On s'y reconnaît tous un peu. C'est presque impossible de ne pas reconnaître certains de nos collègues là-dedans. Ou nous-mêmes. On y trouve le profil du rêveur, par exemple. Son corps est bien présent dans la salle de réunion, il hoche même la tête par moments, mais son regard est vide, son esprit flotte à des kilomètres. Et puis, il y a le psychanalyste. Ça, c'est un profil redoutable. Oh, le psychanalyste. C'est celui qui ne vous écoute jamais au premier degré. Exactement. Il cherche en permanence la faille psychologique cachée derrière vos mots. Il veut à tout prix vous asséner des conseils non sollicités. Alors que bien souvent, quand on parle, on a juste besoin d'exprimer une frustration à voix haute, sans demander de solution. On veut juste être entendu. Si on relie ça à une vision plus globale, ces différents profils illustrent en fait une rupture dans l'écoute active. Pour imager cela, l'ouvrage utilise une analogie très pertinente. C'est l'analogie de la radio bidirectionnelle, un peu comme les talkie-walkie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler et écouter en même temps, hein. Exactement. Quand on communique, on passe sans cesse du mode émetteur au mode récepteur. On ne peut pas appuyer sur le bouton pour parler et entendre ce que l'autre dit simultanément. Mais tout autour de cette transmission, il y a ce qu'on appelle des parasites, de la friture sur la ligne. Et ces parasites, concrètement, c'est quoi ? Ce sont précisément nos préoccupations du moment. C'est notre jugement hâtif sur l'apparence de la personne qui parle. Ou encore, et ça c'est très fréquent, cette fâcheuse tendance à préparer mentalement notre réponse pendant que l'autre n'a même pas fini sa phrase. On l'a tous fait. On l'a tous fait. L'écoute active, ça consiste à régler constamment la fréquence pour éliminer ces parasites, notamment en reformulant ce qui vient d'être dit pour s'assurer que le message reçu est bien identique au message envoyé. Je comprends très bien l'importance de cette écoute bienveillante. Mais soyons réalistes 2 minutes. Dans le monde de l'entreprise ou même en famille, l'empathie a parfois ses limites. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. Quand on est face à un désaccord profond, comment on fait pour avancer sans braquer l'autre personne ? Parce que l'objectif d'une bonne communication, ce n'est pas d'avoir raison à tout prix en humiliant son interlocuteur, c'est de trouver un terrain d'entente. L'ouvrage propose une technique d'une redoutable simplicité pour ça. Ça relève presque de la chirurgie du vocabulaire. Il s'agit d'éliminer complètement de nos discussions conflictuelles les mots « mais » et « cependant ». Les bannir totalement. Totalement. L'idée, c'est de remplacer ce « mais » par le mot « est », ou alors tout simplement par une pause silencieuse. Parce que remplacer le « mais » par un « est », ça ne donne pas l'impression qu'on valide son erreur. On ne peut pas dire « oui, est » à tout. Si, c'est une excellente remarque. En fait, remplacer le « mais » par le « est », ça ne signifie absolument pas qu'on accepte une mauvaise idée. C'est purement une question de mécanique psychologique. Le mot « mais » agit comme une gomme mentale. Une gomme mentale. Oui, si on dit « c'est un effort louable, mais ça ne respecte pas le budget », le cerveau de l'interlocuteur efface la première partie de la phrase. Il n'entend que la deuxième. Il entend le rejet. Et donc, il se met immédiatement sur la défensive. D'accord, je vois. En revanche, si on formule la même opposition en disant « c'est un effort louable, et si nous regardions comment l'adapter pour qu'il rentre dans le budget », là, on change totalement la dynamique. On ajoute une condition au lieu d'opposer un refus frontal. Psychologiquement, on passe d'une posture d'adversaire à une posture de partenaire de résolution de problèmes. C'est une nuance très subtile, c'est vrai. Mais c'est une nuance qui permet de préserver l'ego de la personne en face. Et c'est un thème vraiment récurrent dans les principes de Dale Carnegie. Toujours laisser l'autre sauver la face. Il y a une anecdote très parlante à ce sujet dans le livre. C'est l'histoire de Stéphanie et de son employé, Harry. Ah oui, l'histoire des retards. C'est ça. Harry avait pris la très mauvaise habitude d'arriver systématiquement en retard au bureau. Et ça commençait sérieusement à peser sur le moral de toute l'équipe. La réaction classique d'un manager sous pression, ça aurait été de le convoquer dans son bureau et de lui faire une bonne vieille leçon de morale, brutale, en lui rappelant le règlement intérieur. Mais Stéphanie, elle, a choisi une toute autre approche. Elle a pris Harry à part et, au lieu de l'accabler de reproches, elle lui a simplement posé une question ouverte. Elle lui a demandé
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver à l'heure à partir de maintenant? C'est un coup de maître managérial Elle lui a littéralement transféré le pouvoir. et la responsabilité de trouver la solution. Et c'est ce qui rend cette méthode si puissante. En lui posant cette question, elle l'oblige à s'auto-évaluer, sans qu'il ait besoin de se défendre contre une attaque. Harry a pris le temps de réfléchir. Il a identifié de lui-même que le problème venait de son temps de trajet. Et il a pris l'initiative d'avancer son réveil de 15 minutes pour anticiper les embouteillages. Il a trouvé sa propre solution. L'enseignement majeur ici, c'est que la nature humaine est ainsi faite. Nous sommes infiniment plus enclins à respecter une règle ou une résolution que nous avons fixée nous-mêmes, plutôt qu'une contrainte qui nous est imposée d'en haut. En laissant Harry construire sa propre solution, Stéphanie a obtenu un changement de comportement durable et surtout sans générer la moindre rancœur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a vu comment écouter, comment désamorcer les conflits avec le mot « et », comment gérer les égos en laissant l'autre sauver la face. Mais toutes ces compétences interpersonnelles prennent une ampleur bien différente quand on doit prendre la parole devant un groupe. La fameuse prise de parole en public. Le cauchemar de beaucoup de monde. Que ce soit pour pitcher une idée devant 3 décideurs ou pour motiver une salle de 50 personnes, le trac prend souvent le dessus. On perd ses moyens. Heureusement, le livre détaille une structure très claire pour ça. Une sorte de formule magique en 3 étapes pour captiver un auditoire. Comment ça fonctionne exactement, cette formule? Cette formule magique, elle repose sur la psychologie de l'attention. L'étape numéro 1, c'est ce que le livre appelle l'incident. Il faut savoir que la pire façon de commencer une présentation, c'est de lire un ordre du jour. Ou de balancer des chiffres abstraits d'entrée de jeu. Exactement le genre de phrase qui endort tout le monde. Non, il faut commencer par raconter une anecdote saisissante, une expérience vécue ou une observation surprenante qui illustre vraiment le cœur du problème. Cela permet de capter immédiatement l'attention émotionnelle du public. Le cerveau humain adore les histoires. Donc, première étape, l'incident. On raconte une histoire. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'action. Une fois que le problème est bien posé avec l'histoire, il faut dire au public précisément ce qu'il doit faire, de manière limpide, claire et sans aucun jargon. On donne la marche à suivre. Voilà. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est le bénéfice. On clôture l'intervention en montrant très concrètement ce que l'auditoire a à gagner en appliquant cette action. Donc si on résume, incident pour capter, action pour diriger, bénéfice pour motiver. Ça donne une structure narrative vraiment très solide. On ne part pas dans tous les sens. Mais pour que la chair du discours tienne sur ce squelette, il faut que les arguments à l'intérieur soient percutants. J'ai noté que l'ouvrage propose un acronyme très spécifique pour s'assurer que notre argumentation est inattaquable. C'est la méthode DÉFIANT. Qu'est-ce qui se cache derrière ces lettres? C'est un outil mnémotechnique particulièrement ingénieux pour bâtir son argumentation. Alors, on y va lettre par lettre. Le D représente les démonstrations. Il est toujours plus fort de montrer le fonctionnement d'une chose plutôt que de simplement le décrire. Comme Betty avec son ordinateur. Parfaitement. Ensuite, le E correspond aux exemples. C'est essentiel pour ancrer une théorie abstraite dans la réalité quotidienne. Le F, j'imagine que c'est pour les faits. C'est ça. Le F souligne l'importance des faits, c'est-à-dire les données objectives et irréfutables sur lesquelles on s'appuie. Ensuite, on a le I pour les illustrations. Les illustrations créent des images mentales fortes dans l'esprit du public. Et le A? Le A met en avant les analogies. Si tu compares un concept nouveau et complexe à quelque chose de très familier pour l'audience, ça facilite grandement la compréhension. Comme quand on a comparé la communication à un talkie-walkie tout à l'heure. C'est vrai que l'image reste. Ensuite, on a le N. Le N rappelle qu'il faut utiliser des nombres. Mais attention, des statistiques bien choisies pour marquer les esprits. Le but n'est pas de noyer l'auditoire sous des tableaux Excel. Et enfin, le T. Témoignage. Exactement. Le T pour les témoignages. Ça apporte la preuve sociale indispensable pour asseoir la crédibilité du propos. Si quelqu'un d'autre l'a fait et que ça a marché, le public y croira davantage. En combinant tous ces éléments de la méthode DÉFIANT, on s'assure de parler au cerveau analytique tout en stimulant l'imagination. Démonstration, exemple, fait, illustration, analogie, nombre, témoignage. C'est vraiment très complet. Mais soyons honnêtes une seconde. On ne passe pas nos semaines sur des estrades à faire de grands discours inspirants.
Non, c'est sûr. L'écrasante majorité de notre communication professionnelle aujourd'hui, elle est silencieuse. Elle se fait par écrit. On passe nos journées à rédiger des emails, des rapports, des messages sur des canaux d'équipe comme Slack ou Teams. Et le constat général, c'est que ces écrits sont souvent d'un ennui mortel, ou alors ils sont une source infinie de malentendus. Est-ce que les principes de la formule magique ou de l'écoute active peuvent se transposer à nos claviers? C'est tout le grand défi de la communication moderne. Parce qu'à l'écrit, on est totalement amputé de notre langage corporel et de notre intonation. On perd ces fameux 93% d'impact non-verbal dont on parlait tout à l'heure. Il ne reste que les 7% de mots purs. Exactement. Et pour compenser ce vide immense, le livre introduit une méthode d'une efficacité redoutable pour les écrits professionnels. C'est la méthode RAB. 3 lettres. RAB. Pour réflexion, action, bénéfice. La réflexion avant l'action, logique. La phase de réflexion nous oblige, avant même de taper le premier mot sur le clavier, à définir l'objectif unique de notre message. Pourquoi j'écris ce mail? Ensuite, l'ouvrage insiste sur une philosophie d'écriture très claire. Il faut écrire comme on parle. C'est un phénomène assez curieux, mais beaucoup de professionnels, dès qu'ils ouvrent une fenêtre de nouvel email, ils se mettent à utiliser un ton bureaucratique, pompeux, qu'ils n'utiliseraient jamais à la machine à café. Ah oui. Le fameux style technocratique. Ils écrivent des phrases alambiquées du type « Faisant suite à notre précédente conversation, nous tenons à vous informer qu'il est attendu de votre part que… » C'est ce jargon qui tue totalement l'engagement du lecteur. C'est le genre de phrase qui fait soupirer tout le monde dès la première ligne. Ça donne juste envie de fermer le message immédiatement et de passer à autre chose. On est d'accord, la méthode recommande donc de privilégier des phrases très directes. L'idéal, c'est de faire des phrases de moins de 20 mots. L'objectif de la méthode RAB, c'est d'aller droit au but. Après la réflexion, on énonce clairement l'action qui est attendue du lecteur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Et c'est suivi immédiatement du bénéfice qu'il en tirera. Un email bien conçu, selon cette méthode, doit être aussi fluide à lire qu'une bonne histoire qu'on vous raconte de vive voix, en centrant le texte sur les besoins du lecteur et non pas sur l'envie de paraître formel ou important. On multiplie les chances que le message soit non seulement lu en entier, mais surtout qu'il déclenche l'action souhaitée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, à l'issue de cette exploration? Si on devait synthétiser les actions immédiates à intégrer dans notre routine dès aujourd'hui, je dirais premièrement, on raye définitivement la question paresseuse « est-ce que c'est compris ?» de notre vocabulaire. Et on la remplace par l'approche de Betty, on demande « comment comptes-tu t'y prendre ?» C'est un excellent premier pas. Deuxièmement, lors d'un désaccord, on s'efforce de bannir le mot « mais ». On le remplace par un silence réfléchi ou un « et ». Ça permet de construire sur les idées de l'autre au lieu de les détruire. Le « oui et » plutôt que le « oui mais ». Exactement. Et troisièmement, on structure toutes nos interventions importantes avec la formule magique, donc incident, action, bénéfice. Et on applique la même rigueur à nos emails avec la méthode RAB en s'appuyant sur l'arsenal défiant pour argumenter. C'est un résumé vraiment parfait. J'ajouterai juste une chose essentielle pour compléter tout ça. Il faut considérer la communication comme un véritable muscle. Ça se travaille. Ça s'entraîne. Personne ne naît avec une maîtrise parfaite de tous ces outils. L'ouvrage recommande d'ailleurs des exercices très pratiques pour ça, comme se filmer ou s'enregistrer lors de présentations à blanc. Aïe, c'est terrible de s'écouter. C'est vrai que c'est un exercice qui est profondément inconfortable. Confronter sa propre image et entendre ses propres tics de langage, ce n'est jamais agréable. Mais c'est l'accélérateur de progression le plus puissant qui soit. C'est cette vigilance constante, cette attention qu'on va porter à nos propres filtres et aux signaux non-verbaux de nos interlocuteurs qui transforment un simple manager en un véritable leader. Un leader capable de créer un environnement de confiance. C'est un apprentissage de toute une vie, au final. Et au fond, ce qui ressort de cette plongée au cœur de ce livre, Communiquer, votre voie vers le succès, c'est que derrière toute la mécanique des techniques et des acronymes, il y a une philosophie beaucoup plus profonde. Une philosophie basée sur l'empathie absolue. C'est le cœur du message. C'est l'idée magistrale de Dale Carnegie, une idée qui traverse les époques sans prendre une seule ride. On se fait beaucoup plus d'alliés authentiques en 2 mois en s'intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans d'efforts acharnés pour essayer d'intéresser les autres à notre propre personne. Pour ceux qui cherchent à affiner leur compréhension de la nature humaine, se plonger dans la lecture intégrale de cet ouvrage, c'est un investissement inestimable. Cela soulève d'ailleurs une question importante pour notre propre quotidien.
une réflexion que j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent pour clôturer cette analyse. Je t'en prie. Lors de la toute prochaine conversation difficile ou tendue qui se présentera, au lieu de préparer secrètement une contre-attaque mentale pendant que l'autre personne s'exprime, que se passerait-il si l'on se taisait véritablement? Si l'on écoutait non seulement le poids de ses mots, mais aussi la texture de ses silences et la signification de sa posture? Quels filtres invisibles sont, en ce moment même, en train de déformer notre perception de la réalité? C'est une réflexion profonde qui nous invite tous à baisser un peu nos propres barrières. C'est sur cette belle incitation à l'introspection que se termine notre exploration d'aujourd'hui. Ce fut un immense plaisir de décortiquer ensemble les rouages complexes mais fascinants d'une communication réussie. Merci d'avoir partagé ces analyses et ce moment d'enrichissement. À très bientôt pour une nouvelle plongée.